Mon corps était comme une enveloppe, comme ça. Et puis, il y avait quelque chose qui sortait du corps. Et j'allais au-dessus de moi. Et je me souviens, j'étais très conscient. Je dis, ah, mais dis donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et après, je dis, ah, mais je ne veux pas y aller trop loin parce que je sentais que mes pieds étaient au-dessus de moi. Je dis, ah, mais il ne faut pas que que j'oublie où est-ce qu'il faut re-rentrer pour que je puisse revenir dans mon corps. Je me suis retrouvée comme dans un cosmos, avec toutes ces étoiles, couleurs différentes. Et je me suis retrouvée là, avec aucun bruit, silence total. J'ai vu tout un panorama avec des êtres qui se déplaçaient. Quand un d'entre eux est sorti du groupe pour s'approcher de moi, j'étais ravie, quoi. Je me suis dit, il va peut-être y avoir un échange, une communication qui va se faire avec lui. Et puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voyage entre deux mondes, universel et décrit à travers les âges, les expériences de mort imminente fascinent et dérangent. Depuis les années 70, face aux innombrables témoignages, des scientifiques tentent toujours de percer cette énigme. Nous sommes dans la région de Reims. Véronique a rendez-vous avec son généraliste. Il a fallu qu'une relation de confiance s'établisse pour qu'elle lui raconte son vécu extraordinaire, son expérience de mort imminente, qu'on appelle EMI. C'est arrivé suite à un anévrisme, l'occlusion d'une veine au cerveau. Bonjour. Bonjour. Héliportée d'urgence, elle a passé 12 jours dans le coma. Je me réveille à l'hôpital avec une sensation bizarre, c'est de se regarder. Et en fait, moi je suis à côté. C'est-à-dire que vous avez vu de l'extérieur J'étais à l'extérieur de mon corps. Je me suis vue moi, j'ai vu plein d'appareils. Et ensuite, il y a une... J'appelle pas ça une lumière, mais j'appelais ça une clarté. Mais quelque chose qui est très clair, très clair. Et on a envie d'y aller, quoi. Parce qu'on sait qu'on va être bien. C'est très doré, ça scintille énormément. Et puis surtout, c'est que on voit des ombres, quelques ombres qui apparaissent, qui disparaissent, des voix. Mais des voix douces, c'est tout le temps en douceur. Alors que de l'autre côté, on entend quand même des choses brutales, un ciseau qui va tomber, un cri parce qu'il faut perfuser. Et vous avez les deux sensations. C'est ça qui est surtout impressionnant. Donc, si je comprends bien, c'était comme deux mondes qui se chevauchaient. Qui se chevauchent, voilà. Ayant vécu une EMI, Véronique est ce qu'on appelle une expérienceur. Aide à domicile, elle n'en avait jamais entendu parler, ni du phénomène de décorporation avant que cela ne lui arrive. Il n'y a pas d'image, il y a des ombres, mais pas de personnes visibles. Mais vous les reconnaissez, vous les entendez. Pour moi, c'était des défunts. C'était ma grand-mère, avec qui j'étais dans un fusionnel, et c'était mon papa, que je venais de perdre il y avait, je crois qu'il y avait à peine 3 ans. J'avais l'impression que ma grand-mère, elle voulait surtout que je comprenne que c'était pas maintenant, qu'il fallait pas être mort et vivant en même temps. Est-ce que vous êtes convaincu que cette patiente a fait une expérience de mort imminente ou il pourrait y avoir un doute? Quel est le distinguo avec une hallucination mystique, avec des rêves? Alors les éléments déjà du discours, parce que les expériences de mort imminente sont caractérisées par un certain nombre d'items comme la vision d'une lumière qui est perçue comme très souvent éclatante mais non éblouissante, c'est un peu le paradoxe. Ça va être caractérisé aussi par la vision de proches décédés, la revue de vie, tout simplement aussi la vision de son propre corps, de l'extérieur, et surtout une sensation de paix, de bien-être extrêmement importante. Une perte du notion du temps. Il peut y avoir aussi une sensation de tout connaître, de tout comprendre sur le monde, sur la nature, etc. Donc il y a vraiment des items qui sont assez précis, qu'on retrouve dans les échelles. En 1983, le psychiatre américain Bruce, cardiologue néerlandais, Pim van Lommel est la référence mondiale sur les EMI.
Il a publié en 2001 une étude incontournable dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet. À l'époque, sa recherche a bouleversé le milieu médical car elle démontre que l'on peut être conscient pendant une période où toutes les fonctions cérébrales ont cessé. C'est un peu par hasard qu'il s'est intéressé au phénomène. Il est jeune médecin en 1969 quand les réanimations cardiopulmonaires commencent à être pratiquées. So we had a patient who had cardiac arrest, and after several defibrillations, he regained consciousness. And we, as a resuscitation team, I was the doctor in charge, were very happy. It was all new for us. But the patient seemed to be very, very disappointed and told about a tunnel and a light, the music, or beautiful landscapes, etc. That was before the terminology near-death experiences well known. And that's how I started to be interested in it. Because I always learned on university that consciousness is a product of brain function. So it should be impossible to have a conscious experience, let alone an enhanced consciousness, where you're unconscious because of lack of circulation and lack of breathing. People with cardiac arrest are clinical death. And when you don't start resuscitation within 5 to 10 minutes, they will all die. So it's the first stage of the process of dying. Sa curiosité aiguisée, 20 ans plus tard, Pien van Lommel met sur pied la première grande étude prospective, c'est-à-dire sur le long terme en comparant deux groupes de patients. Il a suivi 344 survivants d'arrêt cardiaque pendant 8 ans. We started in 1988 a prospective study in 10 Dutch hospitals to find out if we could find an explanation for the cause and for the content of these near-death experiences. And we found that 18% of those patients did really report a near-death experience. And 82% did not report it. So we compared the two groups who survived cardiac arrest, the group with and the group without memories. And we looked at the duration of cardiac arrest. If it was 2 minutes or 8 minutes, didn't matter at all. When you look to the duration of unconsciousness, when there were 5 minutes unconscious or 3 weeks in coma, didn't matter at all. Complicated CPR with intubation, a lot of medication, didn't matter at all. En d'autres termes, la gravité du traumatisme et des lésions n'est pas ce qui détermine la survenue d'une EMI. Et ce n'est pas tout. So in our study we could exclude lack of oxygen in the brain, anoxia, severity of anoxia, as an explanation for a cause of the near-death experience, because there was no difference in the two groups. How can you be so assertive that it's not dream, that it's not hallucination? Yeah, well, for a hallucination or a dream, you need a functioning brain. And during cardiac arrest, there is no function of the brain left. So by definition, it cannot be a hallucination or an illusion, nor a delusion, nor a dream. Dans son étude, Pien van Lommel a aussi pu mettre en question les causes souvent invoquées, les endorphines, l'adrénaline, les neurotransmetteurs, le gaz carbonique, car aucune de ces hypothèses n'explique intégralement le phénomène. Les expériences de mort imminente peuvent se produire à l'occasion d'accidents, d'accouchements difficiles, de noyades, de longues maladies ou encore d'opérations qui tournent mal. C'est ce qui est arrivé à Patricia il y a 16 ans. Mère de 5 enfants, cette jurassienne qui a les pieds sur terre est à la tête d'une entreprise qu'elle dirige avec son mari. À 39 ans, alors qu'elle subit une intervention chirurgicale banale, elle a une réaction allergique mortelle et fait 2 arrêts cardiaques. Elle sera mise 5 jours en coma artificiel. Denis, son mari, nous raconte comment les médecins lui annoncent que tout ne se passe pas comme prévu. J'entends et je finis par comprendre qu'il y a eu quelques petites complications. Et à un moment donné, c'est plus que ça. Je comprends que c'est intense puisqu'on m'annonce que ma femme est décédée. Je me suis retrouvée très bizarrement au-dessus de mon corps. Et là, je me suis vue pour la première fois
reconnue, parce que il m'a fallu un temps de reconnaissance, et je me suis vue totalement branchée, intubée, mais je me suis bien reconnue, et je me suis vue pour la première fois, mais dans un drôle d'état, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, le temps que je me dise ça, eh bien, j'étais déjà partie ailleurs. J'ai revisité et revu toute ma vie en boucle. Je survolais cette vie. Donc, comme si on me montrait en film ma vie. Et là, en fait, je suis partie à un autre endroit. J'étais énergie. J'étais en fait une étoile. Et j'étais tellement sereine, tellement bien. Je vivais l'espace. J'étais l'espace. J'étais le cosmos. Et là, je me suis retrouvée en train d'être aspirée par une lumière qui s'est imposée à moi. Comme si je remontais du fond d'une piscine. On remonte et j'étais aspirée avec une ouverture du cœur, mais une dimension d'amour inconditionnel. Je dirais inconditionnel puisque tout ce que je sentais était sans condition. C'est de la magnificence. On n'arrive pas trop à exprimer. Ça devient des superlatifs quand on veut parler de ce ressenti et de cette rencontre avec cette énergie d'amour. J'ai entreaperçu des formes longilides qui étaient très lumineuses, avec comme des aubes. Je voyais pas leur tête, mais j'ai vu leurs ailes, des énormes ailes, et qui m'ont dit « Tu ne dois pas rester, tu as beaucoup de choses à faire, tu dois repartir. » Et quand j'ai entendu « repartir », en fait, on m'a pas donné le choix. On m'a pas donné le choix. Et toute cette communication, elle était en télépathie. Et quand j'ai entendu repartir, eh bien, je étais carrément réaspirée dans mon corps. Un corps qui était déjà gonflé. Donc le cœur s'était arrêté, était sous adrénaline. Et là, j'ai eu l'impression de rentrer dans une boîte d'allumettes. J'ai eu très mal. C'était violent. Violent de revenir d'un espace d'amour illimité où l'énergie est tellement subtile. Il n'y a rien de grossier, tout est lumineux. Tout est là. Et puis revenir dans un corps qui était mal en point. Et puis c'est réducteur. De la place très réducteur. Donc du coup, je me suis sentie mal en venant, c'est vrai. Mais ce qui a été après assez impressionnant, c'est le moment où on m'a annoncé qu'en fait, elle était revenue à la vie. Qui ne comprenait pas. En fait, on m'annonce la fin, puis ensuite on me dit désolé, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle est revenue à la vie. C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle qui m'a été annoncée en même temps, on me dit on ne devrait pas non plus trop vous réjouir. Vous pouvez vous attendre à de grosses séquelles, du genre quelqu'un qui savait l'état de légumes, en gros, c'est ce que ça voulait dire. Il y a un moment donné, je veux tester. Je mets mon doigt dans sa main et je lui dis Patricia, si tu m'entends, serre mon doigt. Donc il me prenait la main et je l'ai entendu me dire c'est Denis ton mari, est-ce que tu me reconnais? Puis je me suis dit mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Bien sûr que je le reconnais. Alors là c'est la plus belle des scènes de tout. Je me souviens quand je sens sa main qui serre mon doigt. En fait j'ai l'impression que c'était le retour. En fait c'était ça. Ils n'ont pas a priori dit une seule fois que j'allais pouvoir vivre normalement. Donc c'était assez intéressant, troublant. En tout cas, ça a été pour moi une épreuve inoubliable. C'est une forme de démonstration que dans la vie, il y a des choses qui peuvent
dépasser l'entendement. Mais que malgré tout, ça existe. Santé bonheur à tous les présents et ceux qui sont absents. Santé bonheur. Vous entendez, hein, tous ceux qui sont morts de soif. Hein. Le professeur qui est venu après hein, dans ma chambre m'a dit en fait, évidemment que vous nous avez fait très peur et vous pouvez dire que vous êtes une miraculée. Nous sommes à Liège, au Coma Science Group, l'un des 2 plus grands centres universitaires de recherche en Europe sur les EMI. Ici, l'équipe utilise cette échelle pour leurs études scientifiques. Ils ont d'ailleurs récemment rajouté de nouveaux critères, le caractère ineffable de l'expérience et les émotions négatives. À la tête de ce laboratoire, le neurologue Stephen Loreis tente d'élucider le mystère de ce qui se passe dans le cerveau pendant une EMI grâce à la technologie moderne. C'est fascinant de voir comment, quand on fait un arrêt cardiaque qui a plus d'apport sanguin, il peut néanmoins y avoir ces perceptions, ces émotions tellement intenses et détaillées. Pour le moment, ce qui se passe dans le cerveau, lors d'une expérience de mort imminente, personne ne le sait. On essaie juste d'avancer dans un domaine compliqué en écoutant les personnes et puis en faisant nos mesures sans grand a priori dogmatique. C'est-à-dire que toutes les personnes ici au CHU de Liège qui survivent les soins intensifs, on va poser la question, est-ce que vous avez eu des souvenirs et si oui, on va aller vraiment essayer de mieux comprendre et alors au plus vite faire des images avec ces super machines qui nous permettent de mesurer peut-être des petites cicatrices et de tester nos hypothèses. Découvrir des traces dans le cerveau suite à une EMI, c'est ce que traque le professeur Loreis. Car impossible de poser des électrodes quand une personne est en urgence vitale, c'est toute la difficulté de la recherche dans ce domaine. Cependant, différentes études internationales arrivent à la même conclusion. 10 à 15% des personnes qui ont survécu à un arrêt cardiaque ont le souvenir d'une EMI. Des chiffres confirmés par les récents travaux du docteur Lallier. Ma thèse a innové dans le sens où, moi, mon but a été d'explorer les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux des patients, les médicaments qu'ils prenaient avant, pour voir si on ne pouvait pas trouver une explication sur leur état de santé antérieur. Avec comme postulat de départ que si jamais on considère l'expérience de mort imminente comme étant une hallucination, probablement on trouverait plus d'expériences de mort imminente chez les gens qui avaient des antécédents psychiatriques, des maladies psychiatriques. Si l'expérience de mort imminente est une anomalie électrique, une crise d'épilepsie, on trouverait probablement plus de personnes qui ont vécu cette expérience dans les gens qui ont des problèmes neurologiques. Voilà. Au Coma Science Group, où les récits de milliers d'expérienceurs sont analysés, ce type de vécu incroyable qui touche aux frontières du réel sont très nombreux. Ces personnes qui nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et qui n'est pas compatible avec les lois de la physique, de la biologie. Ils ont traversé des murs, rencontré des personnes décédées. Pour moi, le défi, il est là. C'est être plus attentif à la phénoménologie. Il n'y a que la personne qui l'a vécu qui vraiment sait ce qu'elle a vécu. Et puis, quand même, ça c'est les scientifiques en moi, de faire ces mesures objectives. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'on a sous-estimé ce qui se passe dans le cerveau, dans l'esprit de quelqu'un qui est dans une situation d'inconscience, qui ne répond plus, qui peut être dans le coma. Et donc, là, les machines, les IRM, les EEG, le PET scan, nous donnent une valeur ajoutée. Moi, au bord du lit, je suis limité. Et donc, c'est utile de voir qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau et comment faire des corrélations entre ce que la personne vit et ce qu'on mesure. Il y a quand même quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, dire quand se produit l'expérience de mort imminente au cours d'un arrêt cardiaque. Est-ce que c'est juste avant que le cerveau s'arrête électriquement? Est-ce que c'est pendant que l'électroencéphalogramme est plat? Est-ce que c'est juste après? On n'a pas encore vraiment suffisamment de preuves pour situer précisément cette expérience. Votre expérience de mort imminente
Est-ce que ça pourrait être un rêve? Non, je pense pas que ça soit un rêve. Je pense que, en fait, c'est une réalité d'un vécu qui est totalement vrai. C'est ma vérité. C'est absolument pas imaginaire. Cette expérience de mort imminente, c'est l'expérience de ma vie, bien sûr. Puisque j'ai touché l'essentiel, l'amour. L'amour. En fait, c'est ça que j'ai touché. Vraiment. Je suis désolée. L'émotion ravivée à l'évocation du Néhémie est emblématique et les chercheurs tentent de faire le pont entre ces récits remplis de superlatifs et leurs mesures scientifiques. On arrive à expliquer des fois des bribes d'expériences de mort. Et puis qu'il y a eu comme une explosion et puis qu'il était brûlé. Alors je savais pas du tout si le cerveau fonctionnait encore, hein, mais en tout cas il respirait. Non, il était bien loin, bien loin. Lucas a été dans le coma pendant quelques 30 minutes. Il a fallu 2 heures avant que les secours n'arrivent et qu'il ne soit téléporté à l'hôpital de Sion. Et puis il est parti dans une mini petite alouette de nuit. Il est parti, puis après... Après, on s'est tous serrés dans les bras. On a pleuré. Entre la vie et la mort, Lucas touche au nirvana, alors que sa famille est éplorée. C'était il y a 24 ans, pourtant les souvenirs de son Néhémie sont intacts, une des particularités bien connues du phénomène. C'est comme si je plongeais dans un bain de particules scintillantes comme ça, comme des atomes qui brillent, mais qui sont toutes en harmonie les unes avec les autres, mais qu'il n'y avait pas de dimension, il n'y avait pas de dimension, il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas de haut en bas, il n'y avait pas le ton, mais tout était en harmonie, tout était en connexion, tout était interconnecté. Et puis, je voyais une petite silhouette de barque qui avançait dans ce monde. Et je sentais que ce bateau qui était légèrement dessiné, qui était aussi particules, qui était en lien avec ces autres particules qui étaient autour. Il y avait une espèce d'harmonie, une espèce de paix extraordinaire, il n'y avait pas de dualité, il n'y avait pas le moi. C'était que, je pense, ma conscience qui était allée dans ce lieu-là. C'est très difficile à imaginer parce que nous, on vit dans le temps, on vit dans la dimension, on a un corps, et tout ça, ça n'existe plus. Et c'est que particules, et c'était un souvenir extraordinaire parce que c'était vraiment un bonheur comme j'ai jamais vécu. C'était parfait, quoi. Certains ont l'expérience d'une frontière à ne pas dépasser. Pour d'autres, il ne faut pas franchir le fleuve qui sépare le monde des vivants de celui des morts, comme dans la mythologie. Et là, il y avait quelque chose qui s'était passé. Cette barque, elle avançait comme ça, qui était lumineuse comme ça. Il y a une barque qui était venue de ce côté-là. Elle était noire. Et puis elle s'est essayé de s'accrocher à celle-là. Il y avait une espèce de lutte pour s'accrocher. Puis d'un coup, ça s'était passé après. Et puis ça m'a tiré en dehors de ce monde lumineux de particules. Donc il y a eu réellement une lutte pour me réintégrer dans le corps, pour que je ne parte pas, probablement, peut-être définitivement. C'est quelque chose de fort là, que j'ai vécu, parce que je n'ai jamais vécu un sentiment aussi puissant d'harmonie, et puis de cet autre monde qui est tellement différent de la nôtre. Je dis, waouh, là, il y a quelque chose qui est super, quoi. Si chaque EMI est unique, de nombreux éléments sont récurrents, comme une sensation de bien-être jamais connue auparavant.
C'est seulement le lendemain que la famille de Lucas peut le retrouver à l'hôpital. Celui qui s'occupait de Lucas était un ami, donc j'ai dit, je viens voir Lucas. Ah, c'est ton mari? On ne sait pas pourquoi il est vivant, mais en tout cas, ça a rescapé, ou comme on dit. Ouais. Sacrée aventure, hein? Ouais. Brûlé et le corps gonflé, Lucas passe plusieurs jours aux soins intensifs. Quand il rejoint finalement sa famille au chalet, il expérimente une sensation inédite jusqu'alors. Le soir, quand j'étais couché dans le lit, je me souviens que je suis ressorti de mon corps. Je dis, ah, mais c'est incroyable. J'ai réessayé un petit peu. Donc, je fais un peu ce passage de sortir et de rentrer. Et en même temps, je me dis, tiens, il y a l'ouverture je sais pas, de la fontanelle, je ne sais pas quoi, qui s'était fait, qui était encore là. Et je me dis, ouais, je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, je ne veux pas abuser de la situation. Hein. Mais je sentais que j'étais fragile. Il y avait quelque chose que j'étais lié avec un autre monde. La décorporation, c'est-à-dire la capacité de sortir à volonté de son corps, paraît se développer chez les expérienceurs, passant de 8% avant une EMI à 49% après. Lucas mettra plus d'une année à se remettre physiquement de ses brûlures et de son EMI, car ces sensations étranges ont perduré longtemps. Je mettais par exemple la main ici sur mon sternum comme ça. C'était comme si j'étais à côté de moi. Je n'étais pas dans mon corps. Comme s'il y avait deux corps qui étaient là. Et donc il me fallait une grande volonté mentale pour accepter ce décalage entre mon corps physique et le corps, ce sentiment de décalage, d'être en dehors de mon corps. Et puis moi, j'étais allé voir un peu la médecine traditionnelle. Ils disent, ah, prenez des médicaments, prenez des... Et puis je dis, non, je ne veux pas prendre des médicaments. Désemparé, Lucas va voir une infirmière magnétiseuse. Quand j'étais allé la voir après l'accident, elle m'a tout de suite dit, oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes complètement dehors de votre corps. Et j'ai dit, oui, je le sais, je le sens. Puis il dit, écoutez, je vais essayer de vous remettre. Et puis je suis allé 3 ou 4 fois chez elle. Et je sentais que les deux corps, ils se remettaient un sur l'autre. Jusque j'étais de nouveau bien. Après, j'ai pu lui dire, ah oui, super, cette chose-là qui était à côté de moi, il est de nouveau dans mon corps. Cette expérience de partir dans cet autre monde, en tout cas pour moi, elle était toujours plus forte que tout le reste qui est arrivé. Si je peux m'approcher le plus possible de cette lumière, de ces sentiments, de ces... Je ne sais pas si c'est comme des atomes ou des particules et tout ça, avec mon art. Donc après, je me dis, si je travaille avec le feu. Artiste plasticien, Lucas n'a eu de cesse depuis son EMI de tenter de reproduire dans ses œuvres la lumière qu'il a expérimentée. En quoi cette description de cet ailleurs, c'est différent d'un rêve ou d'une hallucination? Peut-être c'est du même ordre. Mais l'évocation est tellement puissante, elle est tellement forte que il y a des rêves qui partent. Mais là, il y a quelque chose qui est vraiment marqué. J'ai ça en moi, c'est dans mes cellules, c'est omniprésent. Il y a quelque chose qui survit, il y a quelque chose qui est inaltérable. Les chercheurs ont identifié que les souvenirs d'EMI diffèrent des souvenirs réels ou imaginaires, car l'intensité demeure. Ils sont plus riches en émotions et informations sensorielles. Rien à voir avec la confusion et l'agitation des hallucinations provoquées par un manque d'oxygène.
Dans le monde des scientifiques, le phénomène des expériences de mort imminente est mal perçu et souvent dénigré. Pourquoi une telle défiance ? C'est un tabou dans la communauté scientifique parce que c'est quelque chose qui n'est déjà pas compris. Dans le monde scientifique, on n'aime pas ce qu'on ne comprend pas. Et encore. Laurence, militaire de carrière, était une sportive d'élite. À 22 ans, elle a vécu une EMI considérée très complète. C'était suite à un grave accident de ski. J'ai fini ma glissade dans un arbre. Très rapidement, j'ai eu la sensation de douleur et de froid. Et je suis sortie de mon corps tout à fait spontanément. Je me suis dit, tiens, si j'allais voir en haut de l'arbre. Et donc, juste avec l'intention, je me suis retrouvée au sommet de l'arbre. Et j'avais la même vue qu'une caméra pouvait avoir depuis le sommet de l'arbre. Et puis voir mes camarades pisteurs qui se sont approchés. Et puis au moment où l'un m'a touchée, je suis redescendue en catastrophe, on va dire, parce que le contact physique m'a obligée à revenir dans le corps, quoi. Laurence était très gravement accidentée. La boîte crânienne fendue de part et d'autre, des fractures de la jambe, du bassin et des lésions à la colonne vertébrale. À l'hôpital, ces sensations extraordinaires se poursuivent. J'ai senti que je maîtrisais plus rien, quoi, que ça, voilà, là, ça allait repartir. Et de là, effectivement, j'ai vu tout un panorama avec plein de choses insolites. Il y avait une forme, voilà, d'émerveillement, puis de gourmandise, d'aller au-delà, par la diversité des êtres qui étaient là-bas, des couleurs, des sons aussi à certains moments. Finalement, quelque chose dont j'avais jamais fait l'expérience ailleurs. Un des êtres qu'elle voit s'approche et l'emmène dans une niche pour assister à une projection. D'abord, j'ai vu la Terre en petite orange dans l'espace, puis progressivement, elle a grossi, et puis le zoom a continué jusqu'à partie d'un continent, et puis d'un pays, etc., jusqu'à une cour dans une petite ville, quoi, pour faire apparaître une maman qui était assise sur le perron. Et soudainement, le bébé a ouvert les yeux. Et là, quand le contact visuel s'est établi, j'ai su que ce bébé, c'était moi. Et donc, il y a eu une espèce de surprise de me voir bébé, quoi. Et donc, la projection s'est poursuivie et j'ai pu voir, en fait, toute ma vie en rétrospective jusqu'au moment de l'accident, au pied de l'arbre. Voilà. Et ça vous a fait quoi comme sensation de voir se dérouler de votre vie? C'était un peu désagréable dans le sens où la projection avait la particularité de me faire me rendre compte de comment mon comportement a eu des effets négatifs dans mon entourage, quoi. À 22 ans, je n'avais pas eu l'impression que mon comportement ait été préjudiciable véritablement à des tiers, quoi. Et en fait, si. Et donc, ça m'a un peu contrariée comme cette affaire. Si le monde scientifique reconnaît l'existence du phénomène des EMI, la controverse porte sur les hypothèses pour en expliquer les causes. On va dire qu'il y a deux grandes théories, si on les sépare en deux. Les théories qu'on appelle matérialistes, c'est-à-dire qui vont partir du principe que l'expérience de mort imminente tire son origine d'un problème cérébral, d'un problème à l'intérieur du cerveau, quel qu'il soit, et les théories qu'on appelle non matérialistes, qui vont partir du principe que l'expérience de mort imminente est une preuve que la conscience survit après le corps, en dehors du cerveau, et que le cerveau jouerait ce rôle d'émetteur-récepteur avec la conscience qui serait toujours en permanence à l'extérieur du corps. L'hypothèse d'une conscience délocalisée, c'est-à-dire extracorporelle, serait, selon les non-matérialistes, la seule qui pourrait expliquer l'entièreté du phénomène des EMI grâce à la physique quantique. Cette hypothèse révolutionne les mentalités. Pour moi, la science, c'est de n'exclure aucune hypothèse tant qu'on n'a pas de preuves fondamentales en la faveur d'une théorie précise. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tranché, on doit continuer d'explorer. Et est-ce que votre expérience s'est arrêtée là ou il y a une suite? Non, c'était le début d'une grande aventure parce que j'ai passé 4 mois dans le coma.
Et effectivement, au fil du temps, dans ce séjour ont été inclus des périodes de soins, on va dire, où je devais aller, le guide m'amenait dans un lieu particulier qui était dédié à la réparation, puisque assez rapidement, le guide m'a dit que je repartirais. Et donc, pour repartir, il fallait être en état physiquement, intellectuellement, voilà. Et donc la réparation s'est faite à la fois là-bas et dans les hôpitaux et cliniques où j'ai été amenée. Outre la guérison, Laurence a eu accès à une connaissance universelle. Cet élément fait partie des spécificités reconnues qui qualifient une expérience de mort imminente. Le guide, donc mon interlocuteur habituel, m'a dit que ici je pouvais rencontrer des êtres qui pouvaient répondre à toutes sortes de questions. Voilà. Et donc, comme j'avais un naturel assez curieux, je me suis dit, non mais c'est carrément génial ici. on peut à peu près tout savoir, voilà. Et puis un être est venu et il a effectivement répondu à mes questions, sans détour, de façon très pragmatique, au-delà, on va dire, des dogmes, des aspects culturels, idéologiques et religieux. I've met many people who had an NDE. I've had emails from all over the world. Tens of thousands of emails with people who share their experience with me. I've heard people share these experiences with me about the healing capacity as well. I'm not surprised anymore. I was surprised 30 years ago, but I'm not surprised anymore. It's a very important aspect of the near-death experience is the veridical aspects of out-of-body experience, what we call corroboration of veridical aspects. So there have been studies done when patients tell what happened during cardiac arrest. And recently a book came out with more than 100 cases of corroboration of veridical perceptions. So where it has been proven that these patients in deep coma without any circulation or under general anesthesia have seen from a position out and above the body really happened in reality as well. Le récit de Laurence touche aussi au paranormal. Pendant son EMI, alors qu'elle était dans le coma, elle a rencontré un défunt qu'elle ne connaissait pas, le père d'un camarade d'école. Il lui a livré un petit nom affectueux, utilisé dans la famille, Choupette. À sa sortie d'hôpital, Laurence croise le jeune homme avec qui elle était en classe. J'avais envie de le revoir, ce jeune, et puis surtout lui dire que j'ai eu cet échange avec son père, ce qui est quand même assez insolite. Puis là, je lui ai dit, c'est que j'ai été dans le coma, voilà, après un accident de ski. Il me dit, oui, j'en ai entendu parler. Et puis je lui ai dit, là-bas, j'ai rencontré des êtres dont j'ai eu contact avec certaines personnes qui ont été décédées, quoi. Et il me dit, oui, il paraît qu'on peut avoir des contacts avec des défunts. Et puis je lui dis, une des personnes, c'était ton père, quoi. Il m'a parlé de ton frère et de ta sœur, et puis de votre intimité et de sa choupette. Et puis là, au moment de prononcer le mot, il ouvre quand même les grands yeux, et puis il me dit, comment tu sais ça? Alors je dis, je sais ce que je suis en train de te dire, c'est ton père qui m'en a parlé, quoi. Et puis il y a eu un moment d'hésitation, et puis il me dit, ah oui, quand même. Et il y avait certainement un autre questionnement, mais où il n'a pas osé le formuler ou autre, et puis il s'est refermé et il a dit, il faut que je prenne mon train. Enfin, manifestement, je l'ai quand même un peu ébranlé, le pauvre. Cette anecdote troublante est significative, car l'information rapportée par Laurence a été corroborée par un tiers. Ce type d'expérience est typique des EMI. Quand on parle d'un sujet qui touche éventuellement un peu peut-être au paranormal, à la religion, etc., des choses comme ça, du coup, un scientifique n'aime pas ça, parce qu'un scientifique se base sur les preuves. Et pourtant, les preuves, elles sont là. C'est-à-dire que les preuves, elles sont là, c'est les discours des patients, c'est ce qu'ils vivent, on sait que ça existe, on sait maintenant que c'est pas des hallucinations, etc. On a un réel phénomène à explorer, et les patients, en plus, ont tout intérêt à ce qu'on s'intéresse à ce phénomène-là, puisqu'ils le vivent souvent mal. Alors, est-ce qu'on a obtenu des images? Oui, certainement. Est-ce qu'on a compris le phénomène? Non. Je pense que tant qu'on n'a pas compris ce grand mystère qui est la conscience humaine, je resterai prudent. Et personne ne peut expliquer l'expérience de mort imminente qui, pour moi, sont présentées de manière un peu trop noir-blanc. J'y crois pas.
je trouve que ça mérite un peu plus de curiosité. C'est ça la recherche, la vraie. C'est essayer de vraiment repousser les frontières de notre connaissance. Peut-être mieux dire de notre ignorance. Mon message, ça serait plutôt de continuer à étudier ce phénomène tout en étant tous réunis et arrêter de se batailler sur l'origine intracérébrale ou extracérébrale. Moi, j'accompagne les patients au quotidien et je les suis tout au long de leur vie. Et je pense qu'il est du rôle du médecin généraliste d'aborder cette expérience telle qu'elle a été vécue par les patients, quelles répercussions ça a sur leur vie et de lever ce tabou si la personne est prête à en discuter. Il a fallu du temps à Véronique pour trouver un véritable interlocuteur. Inquiet de ses propos, son précédent généraliste l'avait envoyé consulter un psychiatre. Et j'ai failli me retrouver en psychiatrie. Hein. Ah oui, oui, oui. Déjà, je suis tombée sur un médecin qui, alors, n'y croyait pas du tout, déjà, qui n'avait jamais entendu parler de ces choses-là. En fait, ces choses-là, pour lui, c'était des choses que les gens inventaient quand ils avaient des problèmes de folie. Donc pendant 2 ans, il m'a mis sous traitement. En fait, c'était pas ça qu'il me fallait, c'était pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Il fallait une écoute. Et par contre, quand j'ai rencontré le docteur Lallier, il m'a dit, mais non, mais vous n'avez pas de problème de folie ou quoi que ce soit, non? Vous n'avez pas besoin de ces médicaments-là. Aujourd'hui, ça représente quoi, cette expérience que vous avez eue? J'ai changé. J'ai énormément changé. Je me sens plus détendue. C'est un apaisement que j'ai chez moi. Je n'étais pas croyante et j'y suis pas plus aujourd'hui. Je pense pas que c'est une histoire de religion. Je pense surtout que c'est une histoire d'amour. Je ne suis pas comme les personnes qui disent oh, « j'ai vu Dieu ». Non, j'ai pas vu Dieu, moi. Moi, j'ai vu ma grand-mère et mon père. Est-ce que votre vision de la mort a changé? Ah oui. Ah oui, j'ai pas peur. J'ai plus peur. Dans mon esprit, maintenant, je sais que voilà, on part, mais pour autre chose. Voilà. C'est pas douloureux, en tout cas. Pim van Lommel est le premier à avoir étudié sur le long terme l'évolution des patients qui avaient eu une crise cardiaque avec et sans EMI. Dans son article publié dans le Lancet, il constate de grandes différences entre ces deux groupes. The transformation we hear normally is no fear of death anymore. They're convinced there is a continuity of consciousness after death. There's a new insight what is important in life. That is unconditional love and empathy, compassion, first towards yourself, and then towards others, and to animals and plants and towards nature, because they are connected. The death experience is also called an experience of oneness. You still feel connected with everything and everybody. Lucas, qui a eu la vision d'une barque pendant son EMI, a fait des recherches dans les musées et les bibliothèques. Il s'en est inspiré dans son travail artistique qu'il présente à une amie. En fait, c'est une barque pour aller dans le au-delà. J'ai trouvé ça autour du monde, partout. Chez les Égyptiens, chez les Papouas-Nouvelle-Guinée, en Grèce, d'Irlande du Nord, et en Afrique, en Amérique du Nord, chez les Indiens. J'ai trouvé vraiment partout ces illustrations. Donc c'est quelque chose, un patrimoine qui nous appartient, à l'humanité. Cette expérience-là, il m'a donné la certitude. Ça m'a donné un calme, une tranquillité, une sérénité. Ça m'a un peu plus connecté encore avec ça qui m'entoure. Bien sûr, les gens ils diraient que c'est une expérience mystique, spirituelle. Mais on n'a pas besoin de faire une église, on n'a pas besoin de faire une religion, on n'a pas besoin de... Il suffit d'aller dehors, dans la nature, de regarder qu'est-ce qui se passe. Et puis on a l'image de cette chose extraordinaire qui se concrétise, qui se matérialise dans la nature. Vous avez touché à quoi? Au sacré, je pense, quelque chose de sacré. Malgré toutes les recherches au niveau mondial, les expériences de mort imminente demeurent pour l'heure un mystère de l'humanité.
s'il respirait un petit peu, il respirait un tout petit peu. Après, je sais pas pourquoi j'ai levé le pull. Puis là, j'ai vu la foudre qui était dessinée sur le... Et j'ai compris qu'on a reçu la foudre.